c'est déjà pas mal. Et vous pouvez changer juste avec les flèches, hein. Oui, avec les flèches. Ouais, juste les flèches. Ok. Donc, il est en continu. Donc là, en principe, on est bon. C'est bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ok. Et le micro ou pas? On va peut-être prendre le micro. C'est celui-là. Problème. Il marche. Oui. Bon, si vous voulez bien, on va attaquer un morceau important puisqu'on va essayer de comprendre pourquoi on en arrive aujourd'hui à des recommandations alimentaires comme le Programme national de nutrition santé et finalement essayer de se poser la question comment l'alimentation humaine a-t-elle évolué. Et je dirais que l'on peut remonter fort loin en arrière, car lorsque l'on reprend ce que l'on imagine être aujourd'hui l'histoire de l'humanité et son apparition, semble-t-il, sous une forme humanoïde quelques 12 millions d'années avant notre ère, on s'aperçoit que finalement, il y a, je dirais, dans l'alimentation des hommes, finalement que trois grandes étapes. La première, eh bien, elle a été déterminée par la nécessité, l'instinct, l'observation. La nécessité, eh bien parce que l'homme mange ce qu'il trouve. L'instinct, ben, parce qu'il a quelque part une programmation plus ou moins innée qui lui fait remarquer que quelque chose est sans doute meilleur pour lui. Et puis, je dirais l'observation, eh bien, après absorption d'un aliment toxique, les conséquences font qu'on ne le reconsomme plus. Alors, je dirais que trois grandes époques, bah, finalement, on va aller de ces quelques 10 millions d'années avant notre ère à quelques 12 000 ans avant notre ère, c'est-à-dire au néolithique, où l'on a pour la première fois l'alimentation qui est pratiquement celle que nous avons aujourd'hui, à quelques variantes près. Nous avons bien sûr, je dirais, toute l'époque qui va être celle de l'apparition de l'industrie, c'est-à-dire, c'est tout récent, c'est le milieu du 19e siècle, où là, l'alimentation va subir de grands changements chez nous du fait de l'industrialisation. Et puis, nous arrivons à quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, à une vingtaine d'années avec le Programme national de nutrition santé, du moins l'étude Suvimax. Donc, si vous voulez, c'est un raccourci rapide, mais ça vous donne un petit peu une idée de ce qui s'est passé dans le temps. Donc, quand on essaye de se rendre compte un petit peu de ce que les hommes mangeaient, tout ce que nous avons sous la main, c'est ce qu'on peut retrouver dans les tombes, les ossements et en particulier les dents. Les dents ont survécu à tout dans la mesure où leur couche émaillée les fait très résistantes. Donc ces dents sont très intéressantes parce que lorsqu'on les date au carbone 14, déjà, on va avoir un petit peu l'époque finalement où le propriétaire de ces dents vivait. Et selon la structure des dents, on est déjà en mesure de déterminer ce qu'il mangeait. Autrement dit, lorsque nous avons affaire à un carnivore, il a besoin d'écraser, donc les stries sont verticales. Lorsqu'il est au contraire plus ou moins herbivore, il dilacère, donc les stries sont obliques. Et c'est comme ça que l'on peut déterminer, si vous voulez, un mode d'alimentation avec effectivement en général un mélange à la fois de stries verticales, de stries horizontales et de stries obliques, là où l'on est en mesure de se dire qu'on a une alimentation mixte. La composition chimique des dents est intéressante parce qu'en fonction de différents isotopes, on peut déterminer que les carnivores avaient un rapport carbone 13 sur carbone 12 plus élevé. Les herbivores, c'est au contraire le strontium sur le calcium. Et le rapport de l'azote 15 sur l'azote 14 est plus élevé s'il y a une consommation de produits laitiers. C'est intéressant parce que la consommation de produits laitiers apparaît plutôt je dirais, au néolithique, c'est-à-dire avec l'élevage. Alors, on va, si vous voulez, avancer un petit peu. Et si on fait un très rapide panorama, eh bien, 4 millions à 1 million d'années avant notre ère, eh bien, on a un individu qui est végétarien et insectivore. Autrement dit, ben, il consomme ce qu'il peut trouver. Et puis, voilà. L'homo habilis, eh ben, l'homo habilis, il est habilis parce qu'il commence à travailler un petit peu. Donc, c'est le paléolithique, 2 millions d'années avant notre ère.
Il est tout de même déjà un petit peu carnivore, mais il a une alimentation qui est quand même essentiellement végétarienne. L'Homo erectus, c'est bien ma foi 1 million d'années jusqu'à 300 000 ans. C'est un individu qui est moitié-moitié, moitié végétarien, moitié carnivore. Le néandertalis, c'est bien, lui, est une variante assez curieuse qui va être essentiellement carnivore et qui va cohabiter un certain temps avec l'Homo sapiens qui, lui, est omnivore. L'Homo néandertalis va disparaître au profit de l'Homo sapiens. Et on va avoir, si vous voulez, une échelle de valeur qui est à peu près de cet ordre-là, où on voit un petit peu, enfin du moins si on arrive à le voir sur l'image, on s'aperçoit qu'effectivement, on a un australopithèque qui, lui, finalement, a une alimentation pour le moins sommaire, jusqu'à, finalement, le néolithique, moins 12 000 ans avant Jésus-Christ, où là, on a une alimentation qui est déjà variée. Ça tient au fait que l'homme, finalement, est à la fois chasseur, pêcheur, mais il est également éleveur. Autrement dit, on a des céréales, mais on a du lait, et on a une alimentation dans cette période, 12 000 ans avant notre ère, qui correspond. Apparemment, ils ont eu le même cours. Alors oui, justement, je vais... nos chers amis des activités physiques et sportives, du fait des regroupements, je dirais des séries, font qu'ils ont déjà eu en décembre 2015 ce cours. Alors, ce cours est aujourd'hui essentiellement destiné au DUNS, Diplôme universitaire de nutrition du sport, mais ce que je peux faire, c'est peut-être le raconter différemment. Ce qui vous évitera, je dirais, d'être obligé de lever le siège. Donc, vous êtes libre, bien entendu, de rester ou de ne pas rester. Mais on va essayer peut-être de le faire un peu différemment. En plus, le temps qui nous est imparti n'est pas très important, donc je vais être peut-être plus synthétique. Ça vous rappellera donc des souvenirs. Alors, on a, si vous voulez, une échelle d'alimentation qui est de ce type. Vous voyez que lorsque l'on est 30 000 ans avant notre ère, eh bien, on a une alimentation qui est essentiellement, je dirais, à la fois carnée et, je dirais, végétarienne. Autrement dit, on a une population de chasseurs qui va consommer, je dirais, des viandes maigres, donc les apports en lipides sont très faibles. Par contre, on a effectivement, du fait qu'il y a une alimentation qui est également riche en végétaux, on a, je dirais, des apports en glucides qui ne sont pas défaillants, même si 45% c'est un petit peu en dessous des 50% que l'on souhaiterait. Alors, à l'époque du néolithique, là où effectivement l'alimentation se diversifie pour la première fois, eh bien là, on a effectivement des rapports d'apport énergétique qui se modifient un petit peu dans le sens effectivement des glucides, puisqu'on a l'agriculture, et l'agriculture est tout à fait dominante à ce moment-là. Bien sûr, il y a également l'artisanat qui s'installe, donc déjà des capacité à fabriquer des outils, à s'organiser. Et je vous dis, on fait un large bond jusqu'au milieu du 19e siècle, où là, l'élément important, ça va être le développement industriel. Donc à partir du développement industriel, on va voir apparaître tout un tas de modifications au niveau du comportement alimentaire, dans la mesure où la préparation des aliments va être un petit peu différente, les premières conserves apparaissent, etc. On arrive à aujourd'hui, bon, eh bien aujourd'hui, je dirais que l'alimentation, elle est en quelque sorte modifiée par le trop, c'est-à-dire le trop grand nombre de références possibles et imaginables sur le marché. Il y a plus de 400 000 références alimentaires qu'on peut trouver en grande surface. Donc l'homme a le choix, et malheureusement, ce choix se fait souvent plus vers ses propres goûts, ses propres envies, et effectivement, une publicité autour qui fait que, bon, on l'encourage plutôt dans ce comportement. Alors, les effets pervers, effectivement, de la révolution industrielle, c'est que de la famine, on arrive à l'opulence, c'est-à-dire au trop. Et autrement dit, on était dans un système où on était bien obligé de s'adapter à ce qu'on trouvait. Aujourd'hui, l'homme adapte son environnement alimentaire à ses goûts, avec les conséquences que l'on peut imaginer.
Alors, les bases historiques d'une éducation nutritionnelle, je dirais que si l'on reprend de l'Antiquité gréco-romaine à nos jours, pourquoi l'Antiquité gréco-romaine? Parce qu'on est obligé de se référer à ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, eh bien, c'est ce que, je dirais, la culture nous a livré au niveau de la connaissance de la Grèce, de Rome, et on a une idée à peu près de la façon dont les gens mangeaient. Et la dieta hippocratique, c'est un art de vivre, c'est pas seulement un art de manger, c'est un art de respirer, un art de bouger, un art d'aimer, un art de dormir. Autrement dit, c'est une véritable philosophie de vie vers laquelle nous avons l'impression que l'on retourne avec effectivement la dernière mouture du PNNS qui va prendre beaucoup de chapitres de la dieta hippocratique à son compte. Alors, bien sûr, le Moyen-Âge est une époque où l'on cherche à faire des systèmes, c'est-à-dire à agréger des choses ensemble pour faire des tout cohérents, pour ne pas dire scientifiques, mais c'est vrai que l'on se plaît à mettre l'homme au centre de toute chose et on va déterminer que finalement il est dans un environnement avec de l'air, du feu, de la terre, de l'eau, qu'au niveau du corps humain, eh bien, on a identifié ce qu'on appelle des humeurs, du sang, de la bile jaune, de la bile noire, de la lymphe, et finalement, on va essayer de regrouper tout cela dans un tout qui soit, je dirais, à la fois compréhensible et symbolique. Donc, on retrouve un tempérament sanguin qui va plutôt être associé à une consommation de viande en sauce, de vin, un colérique avec des viandes grillées et des épices, un mélancolique avec essentiellement des racines et des légumes verts, et un flegmatique avec des soupes et des crudités. Tout ceci est amusant, intéressant, mais ça a très bien fonctionné, et ça a fonctionné pratiquement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est vous dire que ça avait un certain succès. Au niveau en particulier, les médecins de Molière illustrent parfaitement cette façon de voir l'alimentation. On a quand même deux événements qu'il faut signaler en matière de, je dirais, non pas d'inflexion, mais de façon de voir l'alimentation. On va prendre d'un côté Bernard de Clairvaux, ce sont les cisterciens qui sont en réaction à l'opulence des dominicains. Et chez les cisterciens, eh bien, on dit c'est assez, c'est fini, il n'y a plus de viande. On va manger essentiellement des légumes, on va être végétarien pour ne pas dire végétalien. Il y aura une couenne de lard les jours de grand froid. Il est certain qu'on est dans une alimentation qui est extrêmement drastique et qui a certainement eu, je dirais, des dérivatifs dans la mesure où les frères Convert, eux, avaient l'habitude de faire commerce de nourriture auprès des frères qui, eux, étaient effectivement à l'isolement, et c'est sans doute pour cela qu'ils ont survécu. On a un élément important, on a quelqu'un qui s'appelle Hildegard de Bingen, et qui est certainement la première diététicienne connue, et qui est une Allemande, une chanoinesse allemande, qui vivait sur les rives du lac de Constance, et qui va, je dirais, effectivement inventer la diététique. C'est aussi une pharmacienne, elle est passionnée de plantes, elle étudie l'alimentation et elle va envisager une diétothérapie, effectivement, reposant sur l'épeautre, c'est-à-dire grande place aux céréales. L'épeautre, bien, c'est le blé ancien. Les légumineuses, les amandes, les fruits rouges, les légumes verts, les produits de la mer également. Il faut dire que le lac de Constance, ce n'est pas la mer, mais la Baltique est un peu plus haut, ou même beaucoup plus haut comme on veut, et il y a là une possibilité d'approvisionnement à l'époque en fruits de mer. C'est donc une diétothérapie qui s'oppose également, je dirais, à l'hyperconsommation de corps gras, en particulier en Allemagne à cette époque, et Hildegard de Bingen aura beaucoup de succès dans la mesure où, sur le plan thérapeutique, son régime, effectivement, apportera effectivement des soulagements à des personnes qui étaient en pléthore. Alors, les travaux de Lavoisier, je dirais que c'est là où naît la nutrition. La diététique, finalement, elle s'intéresse essentiellement au contenu de l'assiette, et la nutrition, elle s'intéresse à ce que va devenir dans le corps humain le contenu de cette assiette. Autrement dit, la nutrition eh bien, va permettre d'estimer la valeur calorique des aliments. Et finalement, c'est grâce à Lavoisier que l'on a cette
cette idée que la combustion finalement des aliments au sein de l'organisme est un processus qui implique l'oxygène. Et tout ceci finalement est à l'origine de cette démonstration très claire que l'oxydation des aliments va être la source, comme le dit Lavoisier, de la chaleur corporelle. Bien entendu, pas seulement que de la chaleur corporelle. Simplement, il n'aura pas la paternité du mot calorie, car c'est le chimiste Nicolas Clément qui, en 1824, déterminera exactement ce qu'on appelle la calorie. Donc voilà, si vous voulez, comment la nutrition apparaît. Elle apparaît donc avec Lavoisier, et on va avoir, un petit peu plus tard, c'est-à-dire au milieu du XIXe siècle, déjà la séparation entre deux grands mouvements de pensée au niveau médical, diététique, nutritionnel, c'est-à-dire que d'un côté, on va avoir ce qu'on appelle les hygiénistes avec Russell Troll, et de l'autre côté, la médecine expérimentale avec Claude Bernard. Alors, il faut savoir que la médecine moderne, aujourd'hui, est entièrement fondée sur les travaux de Claude Bernard et les observations de Claude Bernard en tant que médecine expérimentale. C'est-à-dire que cette médecine qui a aujourd'hui, je dirais, la préférence du plus grand nombre, qu'on appelle l'allopathie, qu'on appelle la nutrition, eh bien, c'est une médecine qui découle de l'expérience, c'est-à-dire que le traitement ne s'impose pas tant que l'expérimentation n'en a pas démontré l'innocuité et le bien fondé. On va, en face de ce mouvement, avoir ce qu'on appelle les hygiénistes, que l'on peut aujourd'hui reconnaître dans la naturopathie en particulier, et ces hygiénistes pensent effectivement que c'est une perte de temps que d'avoir une démarche qui repose sur la rationalité rapportée à l'expérimentation. Donc, perte de temps pour le malade, et effectivement, qui dit perte de temps, eh bien, ça veut dire que le malade est plus longuement malade, si l'on peut dire. Alors, des régimes marrants qui vont, je dirais, déjà mettre une touche scientifique. On pense au régime du chancelier Bismarck, qui était très fort et qui, effectivement, avait du mal à se déplacer. Et le docteur Schwenninger, qui était neurologue d'ailleurs, lui a eu l'idée de dire au chancelier, eh bien écoutez, vous devriez faire 6 repas par jour, ce qui ne veut pas dire que vous mangerez 6 fois plus, mais en faisant 6 repas par jour et en ne mangeant rien d'entre, par contre, vous ne buvez plus de schnapps, et le résultat fut que le chancelier a bien minci. On peut penser qu'effectivement, que le seul arrêt du schnapps a largement contribué à l'amincissement du chancelier. Simplement, c'est la première fois que l'on parle de 6 repas par jour, et l'on sait très bien que faire 6 repas par jour est aussi une méthode qui permet de perdre du poids, dans la mesure où, sans manger pour autant plus, je dirais l'utilisation du bol alimentaire est beaucoup plus efficace sur 6 repas, et il y a le phénomène également de l'extra-chaleur qui permet une dépense énergétique un petit peu plus importante, et c'est comme ça que ce type de régime, qui existe encore aujourd'hui, est tout à fait efficace. On a les excès. Alors, les excès, c'est la conception du malade qui ne doit pas manger parce que manger mobilise de l'énergie dont il a grand besoin pour essayer de survivre, soit à une agression microbienne, soit au scalpel du chirurgien. Et à l'époque, eh bien, ma foi, on proposait effectivement ce type de régime avec une purge abondante, ce qui fait qu'en général, les gens avaient plutôt tendance à décéder de la purge plutôt que du microbe. Mais c'est encore malheureusement une idée qui a prévalu pendant très longtemps, où effectivement on est à l'hôpital sur un lit de douleur, il ne faut pas manger. Or, en fait, bien sûr que si, qu'il faut manger. Ça ne veut pas dire manger beaucoup ou manger trop. Alors, on arrive comme ça à la seconde moitié du XXe siècle, où effectivement, en France, on a l'apparition d'un certain nombre de repères, comme le Codex Alimentarius de l'OMS, une première édition des apports nutritionnels conseillés pour la population française et le démarrage, bien sûr, de l'étude Suvimax. On aura ensuite des événements qui vont contribuer très largement à sensibiliser les autorités de santé et l'État, je dirais, comme la crise de la vache folle, à essayer d'envisager une politique de l'alimentation cohérente.
ce sera finalement par le Haut Comité de santé publique le rapport pour une politique nutritionnelle de santé publique en France. En 2001, découlant de l'étude Suvimax, nous aurons la première mouture du programme national de nutrition santé. Entre-temps, il y aura une actualisation, bien entendu, des apports nutritionnels conseillés. Alors, les raisons de l'inquiétude, c'est que tout de même, il y a des indicateurs qui font que le surpoids, l'hypertension, le diabète, cholestérol, hypertriglycérémie, etc., préoccupent énormément les autorités de santé, puisqu'on est déjà, et plus que jamais, dans un système de rentabilité et de coût de la santé, et que finalement, ces maladies, qui sont des maladies qui apparaissent, je dirais, dans la seconde moitié de la vie, en général, coûtent fort cher à l'assurance maladie. Donc, il y a toutes les raisons du monde d'imaginer un programme national de nutrition santé. On a paradoxalement une espérance de vie des Français qui va en augmentant et de façon considérable, alors que l'on pourrait penser qu'effectivement cet âge des maladies métaboliques allait justement donner un frein à cette courbe d'espérance de vie. En fait, elle est tout à fait en progression permanente et ça continue encore aujourd'hui. Alors, en fait, il ne faut pas, je dirais, seulement retenir comme un facteur favorisant l'alimentation. Il y a quelque chose de très important qui est intervenu à la fin du XIXe siècle, début XXe siècle, c'est, je dirais, l'eau à tous les étages, c'est l'hygiène. Et contemporainement de cela, quelques 30 ans plus tard, 35 ans plus tard, sont apparus les antibiotiques. Autrement dit, l'homme ne mourrait plus d'infection. Et c'est ce qui explique grandement que la courbe soit devenue fortement ascendante. Là-dessus, effectivement, on s'aperçoit que maintenant, l'alimentation a un rôle considérable sur l'augmentation de l'espérance de vie. Alors, le PNNS. Le PNNS, lancé en 1994, est une opération qui, en fait, n'a pas au départ, je dirais, l'envergure du PNNS tel que nous le connaissons. C'est une opération qui est de vérifier si un cocktail d'antioxydants, c'est-à-dire d'éléments susceptibles de piéger les radicaux libres, donc quelque chose qui est en mesure de limiter les cancers ou leur extension, est-ce que cela est vraiment efficace? Alors pour ce faire, on va prendre un échantillonnage de volontaires, un peu plus de 13 000 hommes et femmes, entre 35 et 60 ans, qui vont accepter non seulement d'absorber le cocktail, mais de remplir très régulièrement des questionnaires alimentaires. Donc on a un cocktail de bêta-carotène, de vitamine C, de vitamine E, de zinc et de sélénium. Et finalement, au bout je dirais, de 6 ans, on va commencer à dépouiller les résultats. Et alors là, aux surprises, effectivement, il semblerait qu'il y ait une diminution de l'incidence des cancers chez l'homme, mais pas du tout chez la femme. Ah, alors ça a causé effectivement une grande interrogation aux concepteurs de l'étude qui se sont dit, finalement, on ne peut pas conclure là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, ma chance, on avait toutes les enquêtes alimentaires qui permettait de faire un point exact sur ce que mangeaient les Français réellement et de faire une vaste étude épidémiologique là-dessus. Et à partir de cette étude épidémiologique, en tirer des conséquences, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce que l'on pourrait faire pour que les gens mangent autrement. Et si vous voulez, c'est comme ça que le PNNS est né. Alors, on s'est aperçu qu'effectivement, que les hommes dépensaient moins, ils dépensaient moins sur le plan énergétique tout simplement, parce que les modes de vie sont profondément modifiés du fait de la mécanisation, bien sûr, mais également du chauffage, c'est-à-dire il fait chaud toute l'année. La déperdition par la thermique était quelque chose d'important. À l'époque également, on pouvait imaginer qu'on prenait son cheval ou la diligence pour aller quelque part, c'est-à-dire une fatigue, une dépense. Cette dépense, aujourd'hui, elle existe peu. Les conditions socio-économiques s'améliorent. Par exemple, le prix de la viande a considérablement diminué. Les progrès technologiques, c'est au niveau de la conservation des aliments.
On peut donc avoir chez soi, sous la main, tout ce qu'on veut en toute saison. Les goûts des consommateurs, eh bien, c'est sûr que des aliments qui avaient une forte valeur symbolique, comme le pain, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, eh bien, ce sont des aliments qui ont tendance à disparaître au profit de cuisines effectivement un petit peu étrangères. On voit cela également au niveau des féculents. La pomme de terre, qui était une alimentation qui était extrêmement présente dans l'alimentation des Français, à partir des années 60, eh bien, la pomme de terre va voir sa consommation diminuer de façon très importante au profit de la diversité des sources en tant que céréales et légumineuses. De la même façon, sur le plan de la société, eh bien, le fait que les femmes travaillent, que les familles sont plus ou moins décomposées, recomposées ou monoparentales, l'alimentation est également, le mode d'alimentation est diminué. La disponibilité, l'accessibilité alimentaire est absolument extraordinaire. Je vous disais plus de 400 000 références qui sont accessibles au niveau des grandes surfaces, de la même façon que les médias ont un rôle très important de publicité à ce niveau-là. Et puis, parallèlement à cela, la restauration collective également se développe de façon significative. Donc on a tout un tas de changements de structure qui expliquent qu'effectivement, d'une part, le PNNS devient indispensable et qu'en plus, il y a je dirais, des recommandations très précises que l'on peut faire. Alors quand vous voyez cette évolution de l'alimentation, eh bien, comme je vous le disais, le pain a été le premier touché, puisque vous voyez, de 220 kg par an par habitant à la fin du 19e siècle, à la fin du 20e siècle, on n'est plus qu'à 60 kg. Vous avez les pommes de terre qui ont suivi, je dirais, un petit peu le même chemin. Les légumes secs, là en l'occurrence, quand on parle de légumes secs, il s'agit de légumineuses, il s'agit de lentilles, il s'agit de haricots. Eh bien, vous voyez que également, ça a baissé de façon très significative. Alors, à côté de ça, eh bien, il y a des choses qui ont augmenté. C'est vrai que l'accessibilité des aliments, le prix, on pense aux fruits, aux légumes, eh bien, ça a augmenté effectivement. Les produits sucrés aussi. Et oui, et ça, c'est la contrepartie d'une alimentation où tout est accessible facilement. On s'aperçoit que la viande, bien sûr, bien moins chère, a augmenté. Sa consommation a augmenté de façon significative. Les laitages également. Le fromage qui est quelque chose qui était cher est plus accessible aujourd'hui. On a bien sûr l'huile et on remarque que le beurre, par contre, la consommation du beurre a diminué un petit peu. Il a été mis en rouge, là c'est une erreur, en fait le beurre, sa consommation a diminué. Le sel, alors effectivement, le sel malheureusement a considérablement augmenté, d'abord parce que le sel est très facilement accessible, qu'il n'y a plus d'impôt sur le sel, et que finalement le sel étant je dirais, un agent, un exhausteur de goût, et bien effectivement, il a beaucoup de succès. Le sel également, en général, ouvre l'appétit. Donc, il y a toutes les raisons pour qu'il y ait une consommation trop importante de sel qu'on voudrait bien effectivement voir ramener à 6 grammes par jour. Le vin, lui, a diminué. Effectivement, on boit moins, c'est sûr. Les alcools ont diminué également. Toujours dans cette idée qu'on boit moins. Il y a donc quand même, si vous voulez, des diminutions significatives au niveau de la population qui vont permettre effectivement de greffer là-dessus un certain nombre de recommandations. Ce tableau-là simplement reprend la même chose en vous montrant que les viandes, les fromages, finalement leur consommation a très très nettement augmenté, ce qui fait que le total des matières grasses, en particulier des acides gras saturés, a considérablement augmenté dans l'alimentation contemporaine. Alors, vous avez un constat où effectivement l'alimentation est beaucoup plus variée qu'elle ne l'était au début du XXe siècle. Les viandes, les fruits sont certes toujours très chers mais plus accessibles, mais malheureusement il y a trop d'acides gras saturés, trop de sel, encore trop d'alcool sûrement, mais surtout trop de sucre. Les glucides complexes, eh bien, sont les parents pauvres un petit peu de l'alimentation. Les fibres, il n'y en a pas beaucoup.
Donc la densité nutritionnelle est insuffisante, pour une densité énergétique par contre importante, et l'activité physique de fait est insuffisante. Donc voilà un petit peu le premier constat qui est fait. C'est un constat d'ailleurs que l'on peut encore faire aujourd'hui, même s'il y a eu des améliorations tout à fait sensibles. Alors, le remède. Le remède, c'est que finalement, on va essayer d'envisager un programme accessible à tous qui puisse permettre à chacun de manger mieux, de se porter mieux et, je dirais, d'échapper en quelque sorte à des maladies qui coûtent très cher à la société. Alors, on a effectivement ce fameux PNNS, Programme national de nutrition santé, issu directement de l'étude Suvimax, et qui repose sur, je dirais, des principes tout à fait raisonnables et sains. C'est-à-dire de dire on n'est pas là pour contraindre les personnes, donc finalement on leur dit ce qu'il faudrait mieux qu'ils fassent, ils feront ce qu'ils voudront, dans le cas du respect de la liberté individuelle, et puis quelque part tout de même à chacun de penser qu'il a une responsabilité vis-à-vis de la protection maladie, protection sociale. Donc on va effectivement éditer un programme qui finalement va faire une large place à la convivialité, gastronomie, tradition, c'est-à-dire on ne va surtout pas démolir tout cela, on va au contraire le conserver, mais en faisant, je dirais, la promotion des facteurs positifs. Autrement dit, pas d'interdit, pas de stigmatisation non plus. L'information qui va être, je dirais, diffusée largement doit être effectivement scientifiquement valide et compréhensible. C'est ça, je dirais, un des premiers arguments, et cohérente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se retrouve avec des propositions qui sont en contradiction les unes avec les autres. On a connu cela. Donc le message doit être d'une manière générale clair pour la population. Donc on va proposer des choses qui sont faisables. C'est-à-dire qu'on imagine effectivement que diminuer les corps gras, surtout saturés, comme la charcuterie, bon, on peut quand même imaginer que si le credo c'est il n'y a pas d'aliments, il n'y a pas de mauvais aliments, ce qui importe c'est leur fréquence de consommation. Donc à partir de ce moment-là, il n'est peut-être pas nécessaire de consommer de la charcuterie tous les jours. Et puis si l'on peut augmenter parallèlement la consommation d'huiles qui sont plutôt riches en acides gras monoinsaturés ou en oméga 3, eh bien, pourquoi pas, on augmente la consommation, on recommande de consommer plus d'huile d'olive ou de colza ou les deux mélangés. Les glucides complexes, eh bien, c'est le moment ou jamais d'essayer de consommer soit des céréales, soit des légumineuses, soit encore des pommes de terre, soit du quinoa, je dirais, à chaque repas. Simplement, ce qui semble important, c'est d'essayer de commencer à réduire la consommation de sucre à index glycémique élevé. Réduire d'un quart, bon, tout cela, c'est, je dirais, difficile à quantifier parce que c'est fonction de la consommation effectivement de chacun, mais ça donne quand même une idée qu'il faut peut-être effectivement réduire. Si l'on met 2 sucres dans son café, eh bien n'en mettre plus que 1,5, ce serait une bonne chose. La consommation de fibres, là c'est un véritable problème parce que l'alimentation est effectivement pauvre en fibres. Et 5 portions de fruits et légumes par jour, ce qui a donné lieu à beaucoup aux humoristes qui se sont déchaînés en disant finalement un brin de persil ça fait une portion de légumes. Bon, nous dirons tout simplement que c'est très très difficile d'augmenter la consommation de fibres dans l'alimentation et que effectivement eh bien, les légumes verts doivent y contribuer très largement. Les apports en calcium, c'est essentiellement les produits laitiers, les fromages, mais sont aussi, je dirais, la nécessité qu'il y a de fixer le calcium. Donc la vitamine D, on en est dépendant essentiellement par l'exposition aux ultraviolets, mais si l'on peut avoir dans l'alimentation, par exemple, des poissons gras qui sont riches en vitamine D et également en oméga 3, eh bien pourquoi pas, c'est pas plus mal.
Quant au sel, eh bien, à ce moment-là, on s'est dit de 12 grammes, si on passait à 8 grammes, ce serait pas plus mal. On n'a pas oublié la consommation d'eau, bien sûr, 1,5 litre par 24 heures. Et surtout, on commence à dire, eh bien, il faudrait peut-être bouger un peu plus. Donc ça, c'est le PNNS1. Et le PNNS1 est certainement, comme on va le voir par la suite, la meilleure formule. Parce que c'est la plus simple, c'est la plus compréhensible et ça marche. Mais ça ne va pas marcher en 3 ans ou 4 ans. Il faut en général au moins une dizaine d'années pour que ce type de programme ait un effet réellement appréciable. Donc en 2006, le rapport Hershberg, finalement, essaye de déterminer s'il y a vraiment eu des aspects positifs à ce plan, en programme national de santé. Et il est confronté à un problème, c'est que malgré cela, l'obésité croît en France, surtout chez les plus jeunes et dans les populations défavorisées. En fait, cette croissance de l'obésité, c'est un phénomène qui est en marche bien avant le PNNS. Donc le PNNS ne fait que constater une situation qui existe et avant que ce PNNS puisse être en mesure de freiner la croissance de l'obésité, eh bien, comme on dit, il va se passer un certain temps. Les maladies cardiovasculaires eh bien, croissent en même temps, le diabète de type 2 également, les symptômes métaboliques dans les pathologies courantes, tout ça augmente tout simplement parce que le PNNS est arrivé au moment où il y avait effectivement une courbe ascendante et on ne va pas effectivement arrêter cette courbe comme ça. Le coût, 5 milliards d'euros par an, dont quand même 800 millions qui sont en rapport avec une mauvaise alimentation. Alors, on va définir en 2006 des axes d'action prioritaires. D'abord, au niveau de la prévention, eh bien, prévention nutritionnelle, on envisage la mise en place pour tout le monde de conditions d'alimentation et d'activité physique favorables à la santé. On envisage également très sérieusement des centres de soins avec prise en charge de l'obésité de l'enfant et de l'adulte. On va commencer également à s'intéresser à d'autres problèmes qui sont la dénutrition des personnes âgées en particulier. Donc c'est un PNNS qui commence déjà un petit peu à évoluer dans un sens, je dirais, beaucoup plus complexe que sa première mouture. Et effectivement, il va y avoir un certain nombre de plans d'action qui vont être déterminés, de la prévention nutritionnelle au dépistage et prise en charge des troubles nutritionnels, aux mesures concernant des populations spécifiques, donc les différents âges de la vie, la petite enfance, la vieillesse, les populations socialement défavorisées, bien sûr, et les personnes, je dirais, carrément en situation de précarité. Donc le PNNS, qui se voulait au départ, je dirais, très, très généraliste, très également, je dirais, de conseils s'adressant au plus grand nombre, entre là, maintenant, dans des particularismes, avec effectivement nécessité non seulement d'action locale, mais je dirais de mobiliser des experts et également de travailler sur l'image du corps. Donc ça, ce sont les plans d'action qui vont se traduire en objectifs nationaux. C'est-à-dire qu'on va, je dirais un petit peu, par souci de faire mieux, on a un petit peu tendance à compliquer ce qui jusque-là était simple. Alors, on va dire que finalement, il y a un certain nombre de sujets qui ne consomment pas assez de fruits et de légumes. Eh bien, si on peut agir sur cette population, si au moins un quart de cette population peut commencer à manger un peu plus de fruits et de légumes, ce serait pas mal. Le calcium, même tabac, idem la vitamine D. Les lipides. Alors, les lipides, on voudrait bien les faire rentrer dans la norme. La norme, c'est pas plus de 35% de l'apport énergétique total quotidien d'origine lipidique. Les apports en acides gras saturés, c'est pareil, 25% de moins. Par contre, dans la mesure où on diminue les apports énergétiques lipidiques, il faut augmenter les apports glucidiques en favorisant les glucides complexes et encore une fois en tapant dans les sucres simples. La consommation moyenne de sel, on veut maintenant, après avoir annoncé 8 grammes, descendre en dessous de 8 grammes. L'objectif sera très certainement 6 grammes.
faut se rappeler que le sel a été l'origine d'une polémique. Il est évident que le sel a des inconvénients, mais il faut quand même souligner que quelqu'un qui n'est pas naturellement hypertendu n'aura pas une hypertension s'il mange trop de sel. Par contre, s'il mange beaucoup trop de sel, il aura peut-être un cancer de l'estomac. Mais ce n'est pas le cas en matière d'hypertension. Ça aussi, il faut l'imaginer. Donc déjà, on est dans des recommandations qui vont, je dirais, dans une certaine mesure, s'adresser à une population entière qui n'est pas forcément concernée. L'hygiène de vie. Eh bien, on voudrait bien que les sujets pratiquent, c'est-à-dire chacun d'entre nous, au moins une demi-heure de marche à pied par jour. Et on va s'intéresser de plus près à un certain nombre de marqueurs biologiques, comme le cholestérol, comme la pression artérielle, comme le poids, et surtout, au niveau des enfants, on va s'intéresser de très très près à, je dirais, la progression de l'obésité. Alors, à partir de là, dans ces populations particulières, on va s'intéresser énormément au problème d'anémie fériprive chez les femmes en âge de procréer. De même, le statut en folate. Un déficit en folate est responsable chez l'enfant d'une non-fermeture du tube neural, ce qui est tout de même un petit peu embêtant. On va promouvoir l'allaitement maternel, améliorer le statut en calcium et vitamine D des enfants et des ados ainsi que des personnes âgées, prévenir la nutrition des personnes âgées, les déficiences en iode, le statut vitaminique et minéral, encore une fois, des personnes défavorisées, et je dirais s'intéresser en particulier aux troubles du comportement alimentaire, toutes les addictions, et en particulier les régimes restrictifs qui font florès. Et puis, on commence à prendre en compte le problème des allergies alimentaires. On est donc parti, si vous voulez, là, maintenant, dans un système qui n'a plus rien à voir avec le premier système, qui finalement demeure encore au niveau de la prescription, ce qu'on en peut retenir, nous, ce qu'il y a de plus efficace. Alors, c'est pour ça qu'il y a tout de même, je dirais, 9 repères de consommation qui font que lorsque l'on doit établir une ration alimentaire ou simplement l'équilibrer, en respectant cette feuille de route, on ne peut pas se tromper. Et ça, je dirais que c'est ce qu'il y a de plus intéressant parce que ça chiffre en plus les quantités. Voyez-vous, quand on parle de fruits et légumes, on a dit 5 par jour, on dit maintenant à chaque repas, et peut-être pourquoi pas en collation. Ils peuvent être crus, cuits, nature, préparés, frais, surgelés ou en conserve, qu'importe. Mais déjà, si l'on a cela dans l'alimentation, c'est bien. Au niveau des féculents, des sources de féculents, céréales, légumineuses, eh bien, on conseille qu'il y en ait à chaque repas, et forcément selon l'appétit des gens. En allant plutôt vers des aliments complets, des céréales complètes, privilégiant bien entendu la variété. Quant au troisième repère de consommation, c'est le lait, les produits laitiers. Eh bien, c'est pareil, on reste sur cette idée que 3 par jour, ce ne serait pas plus mal. En privilégiant effectivement les fromages plus riches en calcium, mais les moins gras et les moins salés. Alors là, il y a une contradiction, parce que les fromages les plus gras et plus riches en calcium sont les Emmental, les Gruyère, le Comté, qui sont effectivement beaucoup plus gras que les autres et certainement beaucoup plus salés également. Donc vous voyez qu'à vouloir faire bien, il y a déjà des contradictions qui commencent à apparaître. Alors, autre chose en ce qui concerne les viandes, volailles, produits de la pêche, 1 à 2 fois par jour. Alors ça, c'est ce qui a été proposé, effectivement. Aujourd'hui, on a encore évolué. On a encore évolué dans la mesure où 1 fois par jour, on considère que c'est largement suffisant. Donc il y a aujourd'hui, si vous voulez, au niveau de la protéine carnée, des incitations à en diminuer la consommation. On privilégiera plutôt les morceaux les moins gras. Quant aux poissons, au moins 2 fois par semaine, eh bien aujourd'hui, on serait plutôt 3 fois par semaine. Et encore une fois, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, plutôt des poissons gras pour leur richesse en vitamine D et en oméga 3. Les matières grasses ajoutées, on comprendra très bien qu'il vaut mieux les limiter.
et plutôt s'orienter vers des matières grasses végétales, bien sûr. Les produits sucrés, je dirais que les boissons sucrées sont responsables, je dirais, chez les ados, très certainement de prises de poids qui ne sont pas du tout souhaitables. Donc attention aux boissons sucrées. Et attention également aux aliments qui sont à la fois gras et sucrés, comme les pâtisseries, les crèmes dessert, les glaces, etc. Là, c'est pareil, il est nécessaire de faire très attention. Les boissons. Alors bien sûr, la meilleure des boissons, c'est l'eau. On limite encore une fois les boissons sucrées, on en a parlé. Quant aux boissons alcoolisées, eh bien, il y a une tolérance de 2 verres de vin pour les femmes et 3 pour les hommes. Ça fait un petit peu sourire parce que, bon, peut-être que c'est aussi simple qu'il n'y en ait pas du tout et qu'il y en ait de temps en temps. On revient encore toujours sur le problème de la fréquence de consommation. Ce qui est important, c'est ça, la fréquence de consommation, beaucoup plus que l'aspect toxique a priori de l'aliment concerné. Le sel, donc, on limite la consommation. Bon, les sels aujourd'hui sont iodés. Simplement, par principe, ne pas ressaler avant de goûter. Et de la même façon, de ne pas mettre des quantités industrielles de sel dans l'eau de cuisson. Tout ce qui est fromage et charcuterie est par définition salé. Le pain aussi, d'ailleurs. Donc, c'est peut-être à limiter. On revient à cette notion d'activité, une demi-heure de marche rapide chaque jour. Bon, je crois qu'avec ces repères de consommation, déjà, on est déjà un petit peu fixé sur ce qu'il est bon de prescrire et de recommander. Alors, la dépense énergétique, qu'est-ce qu'on peut recommander? Là, on nous dit une demi-heure de marche rapide, mais enfin, il y a d'autres choses qui peuvent être faites. Que ce soit, il n'y a qu'à faire le ménage déjà, vous voyez que ça dépense plus que la marche à pied, c'est déjà pas mal. Tout ce qui est jardinage également, et à côté de ça, bon, bah, vous avez le vélo, bien entendu, la bicyclette, mais vous allez là un petit peu une échelle de valeur, avec incontestablement une préférence pour, quand c'est possible, la randonnée, qui va être certainement au niveau des activités d'endurance, ce qui peut être susceptible de dépenser le plus. Mais je dirais qu'au quotidien, la marche à pied, c'est pas mal du tout. Le vélo, c'est très bien aussi. La natation, pourquoi pas. Vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre d'activités que l'on peut recommander à des personnes qui ne sont pas forcément sportives dans l'âme, mais qu'il faut essayer de convaincre de bouger un petit peu plus. Alors, on arrive à la troisième mouture du Programme national de nutrition santé, qui s'appelle plus PNNS, mais PNA, Programme national pour l'alimentation, qui va prendre en compte effectivement alors, tout un tas de spécificités, de populations défavorisées et tout, avec un constat que finalement plusieurs objectifs fixés précédemment ont été partiellement ou totalement atteints. Le surpoids et l'obésité chez l'enfant marquent un palier, donc c'est plutôt encourageant. On s'aperçoit qu'au niveau de la population, la consommation de sel et de sucre a diminué, mais que la consommation de fruits chez les adultes a augmenté. Donc il y a quand même des éléments positifs, même s'il apparaît que les inégalités sociales se sont creusées dans le domaine de l'alimentation en particulier. Alors, on a là, si vous voulez, l'évolution de la prévalence du surpoids et de l'obésité chez les enfants et adolescents au début du XXIe siècle en France métropolitaine. On a diverses études, mais ce qui est intéressant tout de même, c'est de voir que, quelles que soient les études, ça a plutôt tendance à diminuer. Hein, on le voit là, bon, là, sur cette étude, un cas, ça n'a pas bougé, mais au niveau de l'obésité, ça a bougé. On s'aperçoit également que d'autres études vont toujours dans le sens d'une diminution, à la fois du surpoids et de l'obésité. Donc, quelque part, il s'est quand même passé quelque chose qui n'est pas négligeable. Dans les collectivités d'outre-mer, là où effectivement se posent tout de même des problèmes, où l'alimentation est en général beaucoup plus sucrée que qu'en métropole, et le résultat de cela, c'est qu'effectivement, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des augmentations en termes de surpoids qui vont effectivement toucher plus spécifiquement les femmes, bien sûr.
On s'aperçoit que effectivement c'est très net au niveau de Mayotte, très net au niveau de la Réunion. La Martinique et la Guadeloupe n'échappent pas malheureusement à cette évolution. Alors, quand on fait une étude de répartition des apports énergétiques par macronutriments, on s'aperçoit que globalement, eh bien, les chiffres que l'on souhaiterait ne sont pas atteints, puisque l'on va se retrouver avec des taux de glucides à seulement 44% des apports énergétiques, pour des taux de lipides à plus de 39%. Donc on n'est pas exactement là où on le souhaiterait, surtout qu'on a quand même des apports en acides gras saturés qui sont importants, qui sont supérieurs aux apports en monoinsaturés. Donc ça n'est pas exactement, ça ne va pas dans le sens de ce que recommandent les cardiologues. Donc de ce côté-là, on n'est pas bon. Le poids. Le poids des Français, finalement, se situe en moyenne entre 60 et 80 kilos. Donc, quelque part, je dirais que les choses s'améliorent quelque peu, avec effectivement, bon, tout de même, une courbe de Gauss qui est un petit peu déplacée vers ses extrêmes hautes, où effectivement, il y a quand même, à ce niveau-là, sur des poids qui dépassent largement 90 kg, il y a quand même une augmentation, ou du moins une stagnation. Donc ça, autrement dit, si c'est efficace sur la plus grande partie de la population, il y a tout de même quelque part une population qui échappe complètement à ces recommandations. Alors ça, bon, c'est illisible. Si vous êtes au fond, vous ne le voyez pas, ça reprend effectivement ce qu'on a dit tout à l'heure au niveau de la consommation des aliments. Si on avance un petit peu, ce fameux PNNS 3 revient toujours sur les mêmes objectifs, augmenter la consommation de fruits et légumes. Alors on fixe effectivement 70% au moins de 3 fruits et demi par jour, si possible 50% de la population à 5 fruits et légumes par jour. On répète la même chose en essayant de détailler, ce qui ne simplifie pas forcément les choses, mais réduire le sel à 6 grammes 5 chez les femmes et les enfants, essayer de ramener les apports énergétiques lipidiques à des proportions raisonnables, diminuer les apports en acides gras saturés. Les glucides, il faut les augmenter, surtout les glucides complexes. Les glucides simples, ou du moins index glycémique élevé, il faut essayer de les diminuer. Les apports en fibres, on souhaiterait qu'il y ait une majorité de personnes qui consomment plus de 25 grammes de fibres par jour, ce qui n'est pas du tout évident, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Réduire de 25% la proportion d'enfants consommant plus d'un demi-verre de boissons sucrées par jour, bon, ok. Les femmes jeunes, les enfants, les personnes âgées, eh bien, c'est faire en sorte qu'ils aient des apports en calcium au moins équivalents à ce que recommandent les apports nutritionnels conseillés. Les femmes souffrant d'anémie périprive, eh ben c'est pareil, c'est une population qu'il faut diminuer. De la même façon, les déficits en folate, l'allaitement. Alors, si vous voulez, là, on est, si vous voulez, dans un petit peu, je dirais, une usine à gaz qui rend le message beaucoup moins clair pour nous, en tout cas, qui sommes intéressés à des rations alimentaires, à la prescription d'activité physique. Donc les choses, effectivement, deviennent très très compliquées et peu compréhensibles au niveau de la population. On est donc sur une mouture de programme national de nutrition santé qui s'adresse beaucoup plus aux administrations, aux autorités de santé, à tout ce qui est susceptible de diffuser de façon officielle un message dans la population. Alors, bon, on revient, l'obésité, eh bien, on revient dessus. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que ça se résume, il faut diminuer, bien entendu, l'obésité et le surpoids. On a 5 ans pour faire cela, et ma foi, comment le faire? Eh bien, en suivant, bien entendu, les recommandations du PNNS. Diminuer l'hypercholestérolémie et l'HTA en 5 ans, eh bien, on continue pareillement. Mais là, on est, si vous voulez, dans un système
qui est un petit peu, je dirais, yaka, voilà, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Or, ce qui nous intéresse, nous, ce sont quand même les aspects pratiques. Alors, les aspects pratiques, eh bien, on y vient enfin, c'est de développer de toutes les façons possibles l'activité physique et sportive. De toute façon, il n'y a pas de secret. En matière de surpoids et d'obésité, le traitement efficace, et le seul efficace, c'est l'activité physique et sportive. On pourra tourner le problème dans tous les sens, on y reviendra toujours. Donc si vous avez quelque chose à prescrire, et si vous pensez qu'un régime c'est idiot, d'ailleurs vous n'aurez peut-être pas tort, eh bien je crois que c'est de l'activité physique et sportive qu'il faut absolument prescrire. Et donc on va s'attaquer effectivement aux enfants, aux adolescents, pour essayer de les faire bouger. Ben, les enfants et les adolescents, ils ne bougent pas. Et les retours qu'on a au niveau des écoles, c'est absolument terrible. Ils ne bougent pas. C'est l'économie d'effort, c'est la tablette, mais c'est certainement pas la marche à pied, la course à pied, ou ce qu'on peut imaginer comme activité pour un ado. Alors, on a effectivement nécessité aussi de tout de même promouvoir des environnements qui soient, je dirais, propices à, je dirais, évoquer l'idée du plaisir de l'activité physique. Donc, de toute façon, le programme évolue de plus en plus vers de la communication tous azimuts. On va retrouver ça dans les médias, on va retrouver ça sur les médias télévisuels, manger mieux, bouger plus, etc. Et les professionnels des secteurs de santé, eh bien, il faut effectivement les solliciter pour qu'ils soient beaucoup plus présents dans ces projets. Alors, je vais passer très rapidement là-dessus, dans la mesure où c'est un polycopier que vous aurez et dont vous pourrez vous inspirer, vous aurez au moins, je dirais, le contenu de tous ces programmes nationaux de nutrition santé. Vous regarderez ça tout à fait, je dirais, je l'espère, intéressé, mais en sachant toutefois que ça devient très complexe. On a des actions, si vous voulez, de plus en plus qui vont se faire au niveau des municipalités. Donc, des chartes sont envisagées avec des villes qui vont faire au niveau des mairies de promotion des objectifs du PNNS. Dans les collectivités territoriales. Il y a un truc qui est intéressant, par contre, là, qu'il faut soutenir, c'est la charte d'entreprise active du PNNS. Un certain nombre d'entreprises agroalimentaires ont signé effectivement des chartes d'engagement, comme quoi ils s'engageaient à diminuer les taux d'acides gras saturés, les taux de sucre à index glycémique élevé dans leur préparation industrielle. Entre autres choses, qu'ils s'engageaient également à sans doute augmenter plus ou moins la part des féculents dans leurs plats cuisinés, etc. Donc là, ça a permis à ces entreprises d'afficher le logo PNNS sur leur, je dirais, sur leur packaging. Et si vous voulez, ça a été une incitation effectivement à toutes ces entreprises à aller effectivement dans le bon sens. Et ça, c'est tout à fait positif. Qu'est-ce que l'on pourrait dire d'autre? Les outils médiatiques, vous les avez sans doute tous vus. Hein. C'est une publication de petites brochures qui sont d'ailleurs tout à fait intéressantes à prendre en considération. Et puis, si l'on doit essayer, je dirais, de résumer ce qu'on vient de dire, eh bien, il y a, je dirais, un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte. Par exemple, les apports nutritionnels conseillés en vitamines et minéraux, eh bien, lorsque l'on fait nos enquêtes nutritionnelles et que le programme, le logiciel a le bon goût de nous donner, je dirais, les apports en minéraux, vitamines, fibres, sel, sucre d'absorption rapide, eh bien, on a là une échelle de valeur qui donne à peu près ce que l'on est en droit d'attendre comme étant, je dirais, l'équilibre nécessaire à atteindre. On a également, vous vous en souvenez, on en a déjà parlé, eh bien, cette histoire des 4 repas structurés par jour.
Eh bien, l'intervalle de temps entre deux prises alimentaires, pas plus de 4 à 5 heures, pour tout simplement des raisons de métabolisme. Ne rien manger entre, ben, c'est le meilleur moyen d'éviter, je dirais, le grignotage qui entraîne l'obésité. La répartition 421 GPL plus haut, on en a déjà parlé. Bon, ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça, mais finalement, dès l'instant où on se dit que 4 portions d'aliments glucidiques, 2 portions d'aliments protidiques, une portion d'aliments lipidiques, si possible répartie en deux, animal, végétal, plus de l'eau, c'est encore une façon simplifiée de ramener les choses à des schémas qui sont relativement faciles à comprendre. On avait vu déjà ce schéma qui explique un petit peu pourquoi effectivement il faut souhaiter une répartition de ce type. Bah, effectivement, lorsque chacune de ces catégories est présente, eh bien à ce moment-là, on peut être sûr que effectivement l'alimentation de la personne ne manque strictement de rien. On a le traditionnel repas fait de cette façon-là. Eh bien, bon, bah, c'est amusant, je dirais, de voir qu'effectivement, on a les 4 portions glucidiques, 2 portions protidiques, les 2 demi-portions lipidiques, plus de l'eau ou le traditionnel verre de vin qu'on retrouve toujours de temps en temps. Nous sommes dans un pays producteur de vin, il ne faut pas l'oublier. On a les autorités de santé proposent finalement, je dirais, un accommodement de cette règle du 421 GPL en disant, bah, finalement, plutôt que 6 composants, ben, s'il y en a 4 ou 5, c'est bien. Dans la mesure où on varie l'alimentation et que l'on peut imaginer que cette alimentation peut tout de même s'équilibrer sur plusieurs jours. Hein. Donc à ce moment-là, je pense que 5 composants, c'est quelque chose vers lequel il faut tendre effectivement. Alors, on a parlé tout à l'heure des principes de répartition selon le PNNS, donc je vous les ai remis là. C'est les fameux indicateurs qui vous feront dire que votre prescription diététique est équilibrée. Et puis, ma foi, on a toujours les pyramides. Vous vous souvenez de ces fameuses pyramides qui sont des éléments, je dirais, à visée propédeutique qui permettent effectivement de donner aux personnes l'idée de ce que peut être une alimentation complète et équilibrée. Cette pyramide beige est celle qui est la plus complète, hein, parce qu'elle associe l'eau, bien entendu, les boissons, elle ne l'oublie pas, elle associe l'activité physique également, ayant en plus une fréquence de consommation. Donc tout cela est tout à fait sympathique. Et puis je vous rappelle le fameux bateau de référence qui permet effectivement de s'assurer que toutes les proportions effectivement sont respectées. Voilà ce que je voulais vous dire, un petit peu plus rapide, un petit peu plus simplifié, mais je pense que vous en avez assez, donc à moins que vous ayez des questions. Sinon je suis là pour répondre aux questions. Oui. Oui. Ah non, il y a plus que ça. Non, tout dépend de la période, hein, de la période de frais ou pas, parce que n'oubliez pas que dans les poissons, il y a la période de frais. Et que vous avez chez le saumon une augmentation progressive de la masse grasse. Donc, on recommande pourquoi des poissons sauvages, on le comprend très bien. Poissons d'élevage, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans et on a une certaine inquiétude, en particulier avec le saumon. Mais vous avez tout de même le hareng, le maquereau, qui sont tout de même le thon, qui sont tout de même des poissons qui semblent être à peu près, pour l'instant, encore épargnés par, je dirais, les farines, pour dire les choses comme elles sont. Mais je pense qu'il faut vraiment recommander tout de même des poissons gras. Parce que par goût, beaucoup de personnes vont se diriger vers le cabillaud, par exemple. Le cabillaud, il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien dedans. Tandis que dans un poisson dit gras, vous aurez toujours un petit quelque chose. OK? It's finished.
j'ai fini un peu plus vite parce qu'ils vont